que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'abord lire quelques petits extraits de ce livre qui vient de paraître, Les Vifs saisit les morts, et puis un extrait de mon autre livre qui a paru il y a 3 ans aux éditions du CNRS, qui parle d'Israël. Mais bon, je crois qu'il y a un lien quand même entre les deux ouvrages. Alors peut-être on va parler de ça après. Parmi les cérémonies officielles françaises, les funérailles sont la seule qui n'a jamais cessé depuis la naissance de l'État moderne. Le sacre n'a pas survécu à la seconde chute de Bourbon. Les fêtes civiles, comme le 14 juillet, ont connu des interruptions, mais la pratique de l'enterrement solennel des autres personnages a été conservée par tous les régimes politiques successifs. Et ce sont les républiques qui y ont attaché le plus de prix. Les funérailles officielles de la France moderne ont connu leur plus beau jour sous la Troisième République. Mais elles avaient commencé à jouer un rôle important dès la Révolution, avec l'accueil de restes de grands hommes au Panthéon et les cérémonies en l'honneur de, entre guillemets, martyrs de la liberté comme Marat. Du début du XIXe siècle à l'avènement de la Troisième République en 1870, les régimes non républicains ont offert des obsèques solennelles à des personnages monarchiques comme Louis XVIII en 1824 et Napoléon Bonaparte en 1840. La tradition républicaine de célébration funéraire s'est arrêtée sous Vichy. Pour reprendre avec la Quatrième République et se poursuivre avec quelques aménagements sous la Cinquième. L'un des moments les plus forts de cette tradition, de la période postérieure de 1945, a été le transfert au Panthéon des restes de 3 intellectuels révolutionnaires à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Ensuite, la panthéonisation de Marie et Pierre Curie en 1995 et l'enterrement de François Mitterrand en 1996 ont montré que la tradition n'était pas éteinte. La période analysée dans ce bouquin s'éteindra donc de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle, soit une période relativement longue qui permettra de suivre toutes les vicissitudes de cette pratique. Alors ça, c'est une espèce d'introduction. Alors, l'optique ou la méthodologie. On cherchera dans cet ouvrage à définir la nature des funérailles officielles dans la France moderne, à en prendre la mesure et à expliquer pourquoi et comment elles ont acquis une place aussi éminente dans la culture politique du pays, en particulier dans la culture républicaine. L'explication, fondamentalement, réside dans le double caractère de la cérémonie, à la fois événement politique et rite de passage ultime d'une vie humaine. Ces deux aspects, célébration et deuil, ont été associés d'une manière qui a laissé peu de Français indifférents. Ce sont surtout les républicains en quête de puissance moyens pédagogiques, susceptibles de les rapprocher
rapprochait des masses qui en ont tiré profit. Tout cela est entré dans la fabrication de grandes cérémonies funéraires financées et mises en scène par la Troisième République, qui constitue le principal sujet de ce livre. Ce furent des événements nationaux majeurs discutés et décidés par le gouvernement, le président de la République. Certains d'entre elles suscitèrent des furieuses controverses avec des débats acharnés au Sénat et à la Chambre des députés, des virulents articles de presse et parfois des affrontements de rue. Elles attiraient des foules immenses dans les rues de Paris, tandis que des cérémonies parallèles se déroulaient dans toutes les grandes villes de Provence. Couvertes par la presse nationale et régionale, elles restaient des semaines durant au centre de l'attention du public, tant avant qu'après leur déroulement. Mais surtout, elles offraient aux républicains la possibilité de sortir de la sphère politique où leur légitimité était souvent contrastée et de s'identifier à la nation tout entière. Les grands enterrements officiels de la Troisième République furent ceux d'une époque bien particulière, où le développement de moyens rapides de transport et de communication permit à de larges masses d'affluer au centre de Paris pour voir passer le magnifique cortège funéraire organisé par le régime. Sous la Ve République, l'importance de la rue comme espace politique, public, diminua, tandis que la télévision offrait de nouveaux moyens de voir. Et à l'événement théâtral, se subsista l'événement télévisé. Les contacts directs de la foule et du cortège disparus pour laisser place à la médiation du petit écran. Mais seule la télévision pouvait regarder, entre guillemets, de près tous les détails et plonger des millions de spectateurs au cœur de l'événement. Les larmes sur le joug du chancelier Helmut Kohl durant la cérémonie funéraire de Mitterrand à Notre-Dame et qui impressionnèrent profondément les spectateurs ne pouvaient être captés que par une puissante caméra. C'est ainsi que dans la rue, sur le petit écran, le spectacle de la mort continua de fasciner et resta partie intégrante de la culture politique française. Les plus étonnants des funérailles aux premières décennies du XXIe siècle fut toutefois l'enterrement du dernier poilu. On parle de soldats inconnus, mais la guerre des 14. Dernier poilu, Lazare Ponticelli, mort en 2008 à l'âge de 110 ans. La cérémonie se déroula aux Invalides le 17 mars en présence du président Sarkozy, de l'ex-président Chirac et de nombreuses personnalités de l'État et du monde politique. Alors, hommage était rendu à Ponticelli, non pour des actions hors du commun, mais parce que, poilu parmi les autres, il représentait tous les anciens combattants de 14
XVIII. Cet adoubement d'un citoyen ordinaire nous amène à s'interroger sur ce qu'il est devenu ou advenu du grand homme, la figure des grands hommes dans la société française contemporaine. Ce modèle de héros civique né à l'ère des Lumières a-t-il encore un sens pour les citoyens de la République, ou n'est-il plus qu'une image désuète, marginalisée par de nouvelles figures? Depuis la publication de livres d'Edgar Morin sur les stars hollywoodiennes, les sociologues, autres observateurs de la culture contemporaine, nous disent que la célébrité occupe désormais le centre de la scène publique, repoussant en périphérie tous les héros de l'ancien temps qui devaient accomplir quelque chose de grand pour être admirés. À y regarder, des fois cependant, on constate que l'annonce de la disparition du grand homme est quelque peu prématurée. Un indice en est la persistance des propositions de panthéonisation d'écrivains et de personnages politiques. Elles sont restées fréquentes au XXIe siècle, et même si la plupart d'entre elles n'ont pas abouti, les efforts déployés au nom de ces morts illustres révèlent le pouvoir qu'ils ont conservé sur les esprits. Des initiatives, parmi beaucoup d'autres, méritent d'être mentionnées ici. L'une venue d'en bas, l'autre d'un haut. La première fut lancée par l'historien Vincent Duclerc, auteur d'une magistrale biographie d'Alfred Dreyfus, en conclusion de laquelle il suggérait de transférer au Panthéon, en 2006, à l'occasion du centenaire de sa réhabilitation, le corps du militaire juif dont l'affaire porte le nom. L'argument étant qu'il avait été un héros patriotique et civique qui avait vaillamment lutté contre le despotisme et l'oppression. L'initiative fut soutenue par de nombreuses personnalités, notamment politiques, mais d'autres s'y opposèrent au motif que Dreyfus était une victime et non un héros. Finalement, Jacques Chirac rejeta la proposition, lui préférant une cérémonie commémorative à l'école militaire, à laquelle il présida le 12 juillet 2006. L'autre initiative vint de Nicolas Sarkozy, qui envisagea le transfert de l'écrivain et philosophe Albert Camus à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, 2010. Arguant vaguement que, je cite, « ce serait un choix particulièrement pertinent ». Fin citation. La gauche dénonça une tentative de récupération et comme la famille ne donna pas son accord, cela n'alla pas plus loin. Mais la démarche même d'un président aussi attentif à l'opinion publique témoigne du pouvoir charismatique, persistant du grand homme. Ces deux épisodes démontrent que les héros civiques modernes et la figure postmoderne de la célébrité peuvent très bien coexister et même se renforcer mutuellement, car chacun a besoin de l'autre comme image inversée, faisant ressortir ses qualités propres. Le culte du grand homme, qui s'exprime, entre autres, dans des honneurs funéraires, est loin d'être dépassé. Et on sait
On sait maintenant que François Hollande, est là, à la recherche d'une femme pour la transférer au Panthéon. Il y a plusieurs candidats déjà, il y a des groupes de pression. Il y avait fin août une manif de femmes pour le transfert d'une femme au Panthéon, parce qu'il n'y a qu'une seule, Marie Curie. Ça ne suffit pas, évidemment, je suis d'accord. Alors ça sera un grand débat, une grande fête civique. Alors, je continue avec quelque chose un peu plus personnel pour vous expliquer comment moi, Israélien, je suis arrivé à m'intéresser à un tel sujet. Ça me paraît un peu bizarre, n'est-ce pas? Alors, tout ouvrage d'histoire porte témoignage de deux tranches de temps. Celle qui constitue son objet d'étude et celle de sa rédaction. Ces livres, version revue et augmentée d'une thèse écrite dans la seconde moitié des années 1990, ne fait pas exception. Mais si le temps de sa production s'est écoulé sans rupture, l'espace en a été fractionné. Ce sont en effet les champs magnétiques de trois lieux éloignés, Tel Aviv, Berkeley, Californie, et Paris, qui ont précédé à son élaboration. Il faut les prendre tous trois en compte pour comprendre sa jeunesse. Alors, mon enfance et ma scolarité à Tel Aviv, dans les années 50 et 60, m'ont mis à même de percevoir le pouvoir des rites mortuaires sur la conscience collective d'une société. Tout écolier israélien participait chaque année, participe toujours, à une cérémonie commémorative en l'honneur de soldats morts pour la patrie, le jour des souvenirs, et à une autre pour les victimes du génocide, jour de la Shoah, de l'Holocauste. C'était des événements théâtraux, chargés d'émotions, centrés sur la souffrance, la condition de victime et les retours à la vie, et qui marquaient profondément les esprits. L'élève moyen assistait au cours de sa scolarité à 24 de ces journées qui, rigoureusement répétées aux mêmes dates et à l'identique, donnaient le sentiment d'une imparable force de la nature. Il n'y avait pas que les enfants. La plupart des citoyens juifs de l'État d'Israël y prenaient part aussi, soit localement, sur les places des villes, des villages, soit en suivant à la radio d'abord, et plus tard à la télévision, les solennités nationales retransmises en direct. En arrivant au département d'histoire à l'Université de Californie à Berkeley, pour entreprendre mes études doctorales, j'ai très vite rencontré ce que l'on appelait alors la nouvelle histoire culturelle. C'était l'une des composantes de tournants culturels pris par des historiens du social qui ne se satisfait plus de seules catégories socio-économiques pour expliquer le passé et estimait que l'historien devait aussi observer les sociétés sous l'angle de la culture. Il recourait aux outils conceptuels de la critique littéraire et de l'anthropologie pour déchiffrer des productions culturelles telles que proverbes, rites ou artefacts matériels et mieux appréhender la vie des gens ordinaires. Mais il ne s'agissait pas seulement pour eux d'élargir leur investigation à d'autres objets. Les tournants culturels
C'était aussi une nouvelle façon de comprendre et d'interpréter une posture antipositiviste désireuse d'adopter le point de vue de l'indigène. Les représentants les plus éminents de cette posture en anthropologie, c'était un anthropologue américain qui s'appelait Clifford Geertz, dans un recueil de textes publié en 1973, eut un écho retentissant chez les historiens. Pour tout ce qui était alors en quête d'un terrain commun entre théorie universelle et étude des cas, sa thèse, selon laquelle un acte social singulier ne peut se comprendre que dans le cadre d'un système sémantique plus large, offrait de puissants attraits. Parmi ces historiens, influents, Robert Darnton, influent spécialiste de la France du XVIIIe siècle, déclarera plus tard « pratiquer l'histoire, je cite, dans un esprit ethnographique » et de voir beaucoup à Geertz, avec lesquels il avait partagé un enseignement à Princeton pendant 6 ans. Alors je dirais que dans cet ouvrage, je pratique un peu les méthodes de l'anthropologie politique. C'est-à-dire, je regarde la société française un peu comme, excusez-moi, un peu comme un anthropologue. Vous savez, les anthropologues vont en Afrique pour regarder les tribus. Alors moi, je viens à Paris pour regarder les tribus français. Pourquoi pas? Il y a toujours ce côté de rituel, de magie, de la vie politique. C'est ça qui m'intéresse. Je me suis ensuite rendu à Paris pour effectuer mes recherches sur les rites commémoratifs français. Et j'y ai suivi à l'école des études en sciences sociales le séminaire de Pierre Nora sur la mémoire collective. On a l'impression que ce concept, posé par le travail pionnier du sociologue Maurice Halbwachs, est resté gelé du début des années 50 jusqu'au moment où Nora est venue lui rendre la chaleur de la vie, d'abord dans un court article de la Nouvelle Histoire, puis dans la série de volumes qu'il a dirigée sur le lieu de mémoire français, une série célèbre. Ce regain d'intérêt s'explique sans doute par la convergence de deux facteurs, dont l'un relève de conditions sociales et l'autre de l'intérieur de la discipline. En ce qui concerne la première, Nora écrit en 1984, dans sa présentation du volume initial de la série, je cite, « La disparition rapide de notre mémoire nationale m'avait semblé appeler à un inventeur de lieux où elle s'est électivement incarnée. » Fin de citation. Après les 30 glorieuses et les profondes transformations sociales intervenues dans le silage, un gouffre semblait s'être ouvert entre l'ancienne France et la nouvelle. Et il était temps de s'intéresser aux souvenirs faisant office de pont. Sur le plan de la discipline, la mémoire collective allait remplir pour les historiens dits contemporains la même fonction que la mentalité, entre guillemets, pour ceux des époques antérieures, en leur permettant d'appliquer les utiles de l'école de Zanal à la période post-révolutionnaire. Laissant là les grands événements et les individus d'exception, ils allaient étudier sur le plus longue durée les structures fondamentales de croyances et attitudes propres à telle ou telle communauté. Je passe à mon ouvrage sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de continuité entre les deux ouvrages. C'est-à-dire, bon, vous savez, Israël est comme une société très différente de la société française. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours
la formation de l'identité nationale et la façon qu'on le fait par les rites, par la mémoire collective, par les utiles visuels. Et je voudrais terminer par quelques remarques comparatives autour de la culte des morts entre Israël et autres pays. Alors, ça c'est dans un article où je parle de la commémoration des guerres en Israël. Et c'est toujours actuel. Et en France, ça revient, comme on l'a déjà dit, avec la guerre de 14. Alors, au-delà de ce trait particulier de la commémoration des guerres israéliennes, ces contours essentiels reflétaient une similarité frappante avec des phénomènes parallèles existant en Grande-Bretagne, en France ou en Australie, entre les deux guerres mondiales, la période de l'entre-deux-guerres. Tous ces pays, de démocraties de type occidental, arbitrant des sociétés civiles, étaient sortis vainqueurs d'une guerre longue et sanglante et utilisaient donc le culte de soldats tombés afin de donner un sens au deuil des membres de famille affectés et de consolider l'identité nationale. L'Australie ne faisait que commencer à acquérir l'essence d'une existence nationale séparée. De même, l'identité nationale de la communauté juive de Palestine n'en était avant 1948, la guerre d'indépendance, qu'à des étapes de formation. À l'ère où des vagues récurrentes d'immigration ont changé constamment son expression. Tant en Australie qu'en Israël, l'expérience d'une guerre majeure et sa commémoration s'avérait cruciale pour le développement de l'identité nationale, vu l'immense impact d'un tel événement traumatique et la façon dont sa mémoire engloutit la population tout entière. Les différents moyens commémoratifs autorisaient les citoyens à passer par un processus de auto-catégorisation à travers lequel ils pouvaient créer un lien entre leur vie privée et la communauté nationale imaginée. Les deux pays continuaient à accueillir une immigration durant la période consécutive à la guerre, mais les nouveaux venus étaient confrontés à une identité nationale déjà formée, qu'ils pouvaient difficilement changer. De plus, il y existe une différence majeure entre l'Australie, la France et la Grande-Bretagne d'une part, et Israël de l'autre. Cette différence concerne la durée des efforts commémoratifs. La Première Guerre mondiale fut un événement unique qui transforma complètement la nature de la commémoration des guerres et jeta une ombre longue et lugubre sur toute la période de l'entre-deux-guerres. Cependant, les temps s'écoulant et avec la relève de générations, le culte de soldats tombés devint beaucoup moins intense. Ce recul commença après la Deuxième Guerre mondiale avec le déclin de l'esprit nationaliste qui avait fourni à ce culte une base ferme, jamais regagnée. En Israël, par contre, la guerre d'indépendance ne fut que la première d'une série de guerres qui maintenait vivant le culte de soldats tombés. En termes d'intensité et de graduation, la commémoration des guerres en Israël, pour la période suivant la guerre d'indépendance, est comparable au même phénomène entre les deux guerres en France, en Angleterre ou en Australie. Celle-ci ne changera probablement de nature qu'avec l'avènement d'une longue période de paix,
qui pourrait faire évoluer le modèle actuel de commémoration vers ce qu'il devint dans ces pays après 1945. Voilà pour Israël. Alors, en venant à Berkeley, je pourrais faire les rituels politiques allemands, qui, sous le nazi, même le 19e siècle, étaient vraiment de grands événements, qui ont été étudiés par quelqu'un comme George Mosse, peut-être vous connaissez le nom, les Italiens aussi. Mais il fallait choisir. Il fallait choisir. À cette époque, l'ouvrage de Mona Ozouf sur les fêtes civiques de la Révolution sorti, m'a beaucoup influencé. On n'a pas beaucoup écrit sur la Troisième République. Les Français m'étaient plus connus que je parle mieux que l'allemand ou l'italien. Alors, par élimination, je me suis orienté vers la France. C'était comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est la question du temps, les rites, pas l'espace. Alors, je parle des rituels, des cérémonies par rapport à la guerre de 14. Ce qui m'intéresse, par exemple, il y avait le transfert de corps de Rouget de Lille. Ça, c'est encore une cérémonie vraiment un peu ahurissante, c'est-à-dire ce genre de... celui qui a écrit la Marseillaise, n'est-ce pas? Alors, on a fait... Il était enterré dans un petit village pas loin de Paris. C'était 14 juillet 1916. Il y avait une grande procession vers l'Arc de Triomphe, et puis il a été enterré aux Invalides. Alors, bien sûr, pour faire les liens entre les soldats, la grande armée de la Révolution et la guerre, qui en 1916, on ne savait pas exactement comment ça allait finir. Alors il fallait un peu de morale, en français. Et puis je m'intéresse aux soldats inconnus. Soldats inconnus. Les soldats inconnus, encore une cérémonie, c'était en 1920, le 11 novembre, mais ce qui est intéressant, ça, c'est pas beaucoup de gens le savent, c'était pas uniquement le rituel pour les soldats inconnus, c'était à la fois les cinquantenaires de la Troisième République et la mise en tombeau de soldats inconnus. Alors il y avait une procession double avec le cœur de Léon Gambetta, le père fondateur, un des pères fondateurs de la Troisième République, et le corps du soldat inconnu, d'Enfer Rochereau vers l'Arc de Triomphe. Les soldats inconnus restaient à l'Arc de Triomphe. Le cœur de Gambetta est revenu au Panthéon, dans une espèce de vase. Il est toujours là-bas. On peut aller le voir. Alors, vous voyez, ça, on pense à la République comme quelque chose rationnel, scientifique, moderne, progressiste. Mais on utilise le cœur de Gambetta, c'est comme le culte des saints du Moyen-Âge. C'est les mêmes idées. Alors, ça continue toujours. C'est ça qui m'intéresse, cette imbrication de pré-moderne et moderne, un peu tribal et républicain. Est-ce qu'il faut le mettre au Panthéon, aux Invalides? Qui va décider? Comment? Oui, un grand débat. Le danger d'avoir un soldat allemand aussi. Il fallait l'accepter. C'était débattu, je crois. Je ne me souviens plus de soldats allemands. C'était le risque. Comment être sûr que les soldats inconnus sont inconnus? Ah d'accord, oui, bien sûr, oui. Quel corps, oui, bien sûr. Oui, le corps, les soldats inconnus. Comment s'assurer qu'ils soient réellement inconnus, que ce ne soit pas un Allemand? Très difficile. Il y avait des bagarres à l'Assemblée, je crois, là-dessus. Et même on voulait éviter que ce soit un noir aussi. Il y avait aussi une question c'était un peu délicat, cette question. Alors on a choisi plusieurs
champ de bataille. On a enterré 8 corps de plusieurs chambres de bataille. On les transférés à Verdun, je crois. Et il y avait fils d'un poilu mort qui a choisi par hasard un de ces corps inconnus qui va être porté à l'Arc de Triomphe. Alors comme ça, on ne sait pas exactement d'où il vient, ce corps, de quel champ de bataille. Alors chaque famille française pourrait imaginer que peut-être c'est sa propre fils qui est là-bas, sous l'Arc de Triomphe. Sous l'Ancien Régime en France, le culte des morts n'existait pas, sauf celui des rois. Donc le culte des grands hommes, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, est inscrit au fronton du Panthéon. C'est vraiment un phénomène post-révolutionnaire de fabrication d'un sacré laïcisé. Mais je dirais aussi, il y a bien sûr ça, mais il y a ce que j'appellerais la démocratisation de la mort. C'est-à-dire chacun, à partir du 19e siècle, ça avec la bourgeoisie. Parce qu'avant, il n'y avait pas un tombeau particulier pour le peuple. C'est seulement l'élite, l'aristocratie, qui avait ce propre tombeau à l'église. Après, chacun a le droit d'avoir sa propre tombeau, inclus un tombeau familial. Alors c'est comme ça que ça crée ces liens, même pour les soldats. Les soldats, chaque soldat a le droit d'avoir sa propre tombe après la guerre de 14, pas avant. Alors il y a des phénomènes qui vont ensemble. Cette laïcisation et la démocratie, je dirais. Ça crée... c'est très fort, ces liens entre les deux. D'accord. Merci. Merci.